C'est bon. Allons-y. Du coup, c'est pas un exemple du cours, vu qu'en fait, l'autre matrice que j'avais qui était diagonalisable dans C, elle avait encore une fois des valeurs propres I et moins I. Et ça m'intéressait pas. Du coup, je voulais avoir d'autres valeurs propres, mais plutôt que de refaire un exemple en dimension 3, pour gagner un peu de temps de calcul, je me suis dit que j'allais faire un exemple en dimension 2. Du coup, on fait un exo en plus qui est pas dans le poly. Vous voyez le bord? Non, vous voyez pas ce bord-là. Comment je peux faire? Donc on fait un exo en plus, c'est juste pour appliquer la version simple de ce que je vous ai expliqué hier. Résoudre x' égale à x où A c'est la matrice, j'ai mis 1, 2, moins 5, moins 5. Bon, soyons clairs, la première chose c'est de montrer qu'elle est diagonalisable dans C, donc on est parti sur le calcul de Xia qui me fait du x moins 1, x plus 5, moins 2, 5. Ce qui me fait du x moins 1, x plus 5, plus 10. Ce qui me fait du x carré, plus 4x si je développe, j'ai un moins 5, j'ai un plus 10, j'ai un plus 5. Bon, j'ai été vite sur ce calcul de polynôme, mais c'est un polynôme de degré 2. À ce moment-là, je fais delta qui vaut 16 moins 20, donc qui vaut moins 4, et qui est strictement négatif. À ce moment-là, je sais que A possède deux valeurs propres complexes conjuguées. Et donc diagonalisable dans C. Ok. Il me manque les valeurs propres quand même, j'ai juste calculé delta. Mes valeurs propres, c'est x plus moins, c'est moins b. Donc moins 4, plus ou moins, alors ce que je vais appeler petit delta sur 2. Petit delta étant la racine complexe, une racine complexe de grand delta. Alors juste ça, c'est un petit rappel de méthodo que je fais là dans le coin. Quand vous avez un delta qui est comme ça et qui est un carré parfait, entre guillemets, vous m'écrivez ce 4 comme un 2 au carré et vous m'écrivez ce moins 1 comme un i au carré. Ceci devient d'un seul coup 2i le tout au carré. Et là-bas, dans ma formule du bas, du coup, on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir écrire que c'est moins 4 plus ou moins 2i sur 2. Ce qui fait que c'est du moins 2 plus ou moins i. C'est ça mes valeurs propres. C'est moins 2 plus ou moins i. Ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai pas le choix, ça. C'est un peu le dernier calcul algébrique que je dois faire, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je dois faire? Guy, je voyais pas si tu levais la main. Oui. Alors justement, c'est tout le truc de ma méthode d'hier. Est-ce que je vais calculer les espaces propres? Daouda? Voilà, l'autre, on va l'avoir en passant par le conjugué. Déjà, l'autre espace propre, on l'aura par passage au conjugué. Donc pas besoin de le calculer. Et même, pour revenir aux solutions réelles, vu que c'est les solutions réelles qui vont m'intéresser, je vais juste en fait aller chercher ce qui va se passer à partir de la partie réelle et de la partie imaginaire du premier vecteur propre. J'ai pas besoin d'aller chercher le second. C'était ça que je voulais vous résumer. Du coup, allons-y. Donc écrivons A moins 2 moins i fois i3 par exemple. Je vais prendre celle-là comme valeur propre parce que comme ça me fait faire du A plus 2 plus i fois i3. Fois i2, on est en taille 2, pardon, c'est du i2. Bah, ça fait la matrice. Alors je remonte pour voir ma matrice. Je dois ajouter 2 plus i. Donc ça me fait du 3 plus i et du moins 5, et du 2 et du moins 3 plus i. Et il faut que je trouve une relation de liaison entre ces deux colonnes de cette matrice. Alors, il se passe un peu...
comment dire, il se passe un peu comme ce qu'on a fait l'autre fois, c'est-à-dire que moi, la relation de liaison, elle m'a pas l'air évidente. Mais si j'essaye de trouver une relation entre C1 et C2, si par exemple j'essaye d'écrire C1 plus alpha C2, est-ce qu'il y a une relation qui prouve que C1 plus alpha C2 est égal à 0? Bah ça, d'un côté, je dois avoir que 3 plus I moins 5 alpha doit être égal à 0. Et en bas, je dois avoir que 2 plus alpha fois moins 3 plus I doit être égal à 0. Alors la première équation, elle est assez simple. La première équation, elle me dit alpha est égal à 3 plus I sur 5. Je ne peux pas faire beaucoup mieux que de dire alpha, c'est 3 plus I sur 5. Et maintenant, dans l'autre relation, je vais aller injecter, voir ce que ça veut dire. Et, alors 2 plus 3 plus I sur 5 facteur de moins 3 plus I. Alors ça va me faire du 2 plus. Je vais avoir du sur 5 clairement en bas. Et en haut, 3 fois moins 3, ça me fait moins 9. Je vais avoir du moins 3i, du plus 3i qui vont se simplifier. Je vais avoir du moins 9 plus i carré. I carré, ça fait moins 1, ça fait du moins 10 sur 5, ça fait du moins 2. Ceci fait bien 0. Donc, on a bien le système qui est vérifié. Donc, j'ai bien C1 plus alpha C2 est égal à 0 pour alpha qui fait 3 plus I sur 5. Alors, vérifiez toujours la deuxième coordonnée. Normalement, techniquement, il n'y a pas le choix. Si on a bon, mais si ça ne marche pas, mettez en doute vos valeurs propres ou votre calcul de discriminant ou ce genre de choses, quoi. C'est pour ça que ça sert de vérifier la deuxième coordonnée. Du coup, ça implique que l'espace propre associé à la valeur propre moins 2 moins I, c'est vect du vecteur 1 alpha, c'est-à-dire que c'est vect du vecteur 1, 3 plus I sur 5. Alors juste ça c'est une chose, j'ai fait mes calculs comme je les aurais fait à la main. Là moi c'est moi qui y pense, mais j'aimerais bien que vous y pensiez, ça va vous simplifier un tout petit peu la vie d'un point de vue écriture. On va vraiment se traîner du 3 plus I sur 5 dans nos calculs pour la suite, sachant qu'on est dans un espace vectoriel. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la même chose que quoi ça, Axel? On peut transformer ça en... ouais, on peut multiplier par exemple par 5 tiers. Par 5. 5 tiers, ça va refaire des fractions. J'ai pas envie de fractions. Mais juste multiplier par 5, Oui, ça, je vois pas comment faire beaucoup plus simple que ça. oui. C'est-à-dire que plutôt que de me traîner mon cinquième tout le temps, je vais faire la première coordonnée en 5 et la deuxième elle est en 3 plus I. Ok. Instantanément, vous n'avez même pas besoin de l'écrire, je l'écris, mais enfin, c'est évident. Instantanément, exponentiel. L'espace propre associé à la valeur moins 2 plus I, ça devient vect du vecteur, enfin, il faudrait que je l'écrive comme ça, du vecteur 5 plus 3i conjugué. Donc ça devient vect du vecteur 5 et 3 moins i. Ça on le sait, c'est dans notre cours. Mais c'était pour vous faire gagner du temps. Ce qu'il faut faire, c'est trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Mais attention, pas du vecteur propre, parce que ça c'est évident. Du vecteur propre multiplié par l'exponentielle qui est solution. C'est-à-dire que je peux mettre à partir de cette ligne-là, j'ai pas besoin de la ligne en rouge intermédiaire, je peux mettre que mes solutions sont en x. Je vais mettre que x1 de t qui est égal à c fois exponentielle de moins 2 moins i t fois le vecteur colonne 5, 3 plus i et solution complexe de mon équation E. Je ne l'avais pas noté E, mais c'est la fameuse x' est égale à x qu'on résout. C'est là où on peut gagner énormément de temps. Hier, j'ai essayé de vous refaire le truc, on montre que x est égal à x bar, on développe, on fait des calculs, c'est long pour arriver à s'en sortir. En fait, la seule chose qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est pas ça.
c'est trouver la partie réelle et la partie imaginaire de ce vecteur-là. Donc ici, comment ça peut se réécrire? Bah, déjà dans l'exponentielle complexe, il faut se rendre compte que ça me fait du cos moins t plus i sinus moins t, si je l'écris comme ça. Ça, c'est juste, j'ai juste réécrit ici le exponentiel moins 2 moins it. Et derrière ceci, je le multiplie par le vecteur colonne 5 et 3 plus i. Et donc maintenant, ma question, c'est juste ça. Est-ce que je peux écrire ça comme une somme de deux vecteurs? Un vecteur qui n'a que des coordonnées réelles et un autre vecteur où il n'y a que des coordonnées en i. Bah déjà, il y a une chose que je vais pouvoir faire, c'est que ceci, c'est un réel multiplicatif. Je vais toujours pouvoir le mettre devant mon vecteur colonne. Et maintenant, pour avoir des coordonnées réelles, il faut se rendre compte de ce qui se passe. Pour avoir des coordonnées réelles, je vais multiplier tout ça là-haut. Donc pour la première coordonnée, par exemple, pour les réels, j'ai pas trop le choix. J'ai juste du 5 cos moins t. Par contre, pour la coordonnée du bas, pour arriver dans les réels, pour la coordonnée du bas, il faut que je multiplie ça par ça. Pour avoir des réels, je vais donc avoir clairement du 3 cos moins t. Et pour avoir du réel, je vais multiplier le i sinus avec le i, ce qui va me faire du moins sinus moins t. Je vais simplifier mes moins t juste après. Je voulais juste vous montrer ce qui se passe. Dans la partie en i, bah là-haut, c'est pour faire du i, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne du 5 sinus moins t. Par contre, en bas, pour faire des termes en i, il faut que je prenne le cos avec le i ou le i sin avec le 3. Donc ça va me faire du... J'aurais peut-être pas dû mettre ma barre fermante, en fait. Ce sera plus lisible si j'écris un peu plus gros. Donc ça va me faire du 5 sinus moins t. Et en dessous, le seul terme que je vais avoir, ça va être le terme en i cos. Donc le i, je le mets devant, donc ça me fait du cos moins t. Et l'autre terme, ça va me faire du 3 sinus moins t. Ce qu'on peut réécrire, là c'est juste de la simplification. Ça c'est du cos t parce que cos est pair. Et en bas ça fait du 3 cos t plus sin t parce que sinus est impair. Et là ça me fait du moins 5 sinus t. Et ici ça me fait du cos t moins 3 sinus t. Ok. Et une fois que vous avez ça, c'est là où ça vous fait gagner un temps fou plutôt que de faire l'équation. C'est là où vous pouvez juste dire les solutions réelles de E sont alors de la forme je vais mettre une première combinaison linéaire fois le vecteur que j'ai trouvé dans les réels. Alors attention, j'avais mis un exponentiel moins 2t en facteur, mais ça me fait du 5 cos t sur 3 cos t plus sin t. Plus, et j'ai mis du exponentiel moins 2t ici en facteur, bêta fois. Et l'autre vecteur que j'ai, c'est du moins 5 sinus t cos t moins 3 sinus t. Si vous voulez un argument, à la limite, si vous donnez un argument, vous pouvez écrire en écrivant tout simplement. Alors, je l'avais nommé x1. En écrivant tout simplement en écrivant la solution complexe, qui est en fait, je vais l'appeler xc de t
qui est égal à C fois x1 de t, enfin C1 x1 de t plus C2 x2 de t. Et en résolvant, xc est égal à xc bar. C'est ce qu'on a fait hier. Mais au pire, vous dites, je vais pas le faire, ça va être très très long. Le cours assure. Vous pouvez dire le cours, même si c'est pas officiellement au programme, on vous dira rien derrière, que c'est de cette forme-là. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est d'où ça vient. Bah, d'où ça vient, c'est que j'ai une solution complexe. Et si j'écris ce que ça veut dire qu'elle devient réelle. Mince, j'ai mis un x de t, je voulais pas mettre un x de t là-haut, parce que c'est justement ce qui fait marcher les choses. C'est qu'ici, c'est un x1 bar, le conjugué. C'est ça qui fait marcher les choses. Est-ce que ça va sur cet exemple où là, j'ai pas essayé de vous faire expliquer le cours. J'ai appliqué vraiment la version la plus simple du cours, qui est, si on doit diagonaliser dans C, dès que vous avez trouvé un des deux vecteurs propres complexes, ce sera pas plus qu'une matrice 3-3, et donc il n'y aura pas plus que deux vecteurs propres complexes forcément. Vous faites que le calcul du premier, le deuxième va tomber en étant le conjugué du premier. C'est évident, c'est sûr, c'est juste, la définition d'un vecteur propre qui permet de dire ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et une fois que vous avez écrit votre premier vecteur propre sous la forme partie réelle plus partie imaginaire, bah, votre solution réelle, c'est une combinaison linéaire de la partie réelle et de la partie imaginaire. Ok. Dernier cas un peu calculatoire, là je repars dans le poly parce que j'en ai. D'autres qui n'ont pas i et moins i. Bah, c'est faire une trigonalisation mais d'ordre 3. On va voir que c'est un peu lourd. J'espère que je vais avoir le temps de faire, ou au moins de vous montrer la lourdeur. Et où là, bien faire sa trigonalisation va être important. Ah si, ouais, si, je suis trop loin. Ce que j'ai fait. Ouais, c'est là, pardon. Allez. Non, ça c'était encore le cours théorique. Mon exo, il va être où? Il va être là quelque part. Alors, on a déjà fait le premier. Je vais faire le deuxième. Donc on a déjà fait celui-là. Nous, on va résoudre le système pour le deuxième. Du coup, allons-y. Ah oui, je voulais le faire pour une autre raison, celui-là. Xia, ici, c'est le polynôme. Comment vous me calculez ce polynôme caractéristique? Toutes mes astuces, enfin mes deux astuces, c'est faire la somme des lignes, faire la somme des colonnes, voir si ça fait le même nombre, ne marchent pas ici. Donc mes astuces ne marchent pas. Par contre, il y a un truc évident à voir ou à dire et à regarder et qui va nous aider instantanément. Que moi je vois sur la matrice. Julien? Ouais, comment tu l'as vu?
Ouais. L1 et L3, il y a les deux lignes L1 et L3 sont identiques. C'est même beaucoup plus qu'elle est de rang 2. On a L1 qui est égal à L3. Ce qui veut dire que si par exemple, dans ce déterminant, je calcule L1 qui reçoit L1 moins L3, puisque je sais que les coefficients vont faire du 0, il va me laisser que du x dans les calculs. Et je vais pouvoir factoriser par x derrière. Donc je vais le faire. Si je fais... j'ai mis L1, c'est plutôt L3, vu que je l'ai écrit en bas, va recevoir L1 moins L3. Non, du coup, si je veux faire une combinaison linéaire sans changer le signe, je vais faire L3 moins L1. L3 reçoit L3 moins L1, pardon. Je recopie en haut. Et maintenant, je fais L3 reçoit L3 moins L1. Ça va me faire un x, un moins x, un 0 et un x. Donc maintenant, on a gagné, hein, c'est fini. Je mets x en facteur. Je recopie quand même une fois, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait des comme ça. Ça me fait du moins 1, 0, 1. Je vais supprimer ce moins 1 en faisant que C1 reçoit C1 plus C3. Donc ça, si je fais C1 plus C3, ça va me faire du x moins 1. Ça va me faire du 0. Ça va me faire du 0. Moins 1, x moins 1, 3, 2, 1. Et 0. Et j'ai même gagné encore mieux que ce que je voulais. Ouais, maintenant j'ai le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, c'est le produit des termes diagonaux. Donc ça me fait du x fois x moins 1 au carré. Ok. Donc de ça, bon, j'ai pas fini. Je peux pas dire si elle est diagonalisable ou pas. Il faut d'abord que j'aille voir la dimension de l'espace propre associée à la valeur propre 1. Donc je vais aller regarder ce que c'est que E1. E1, c'est ker de A moins I3. Donc c'est ker de ma matrice A. Alors elle est là-dedans et je lui enlève I3. Donc ça va me faire 3, 1, moins 3, 2, 0, moins 2 et 4, 1, moins 2. Ouais. Bah... J'ai bien fait. Ah non, pardon. C'est moins 4. Ouais, c'est moins 4. Je veux dire, je vois pas de relation de liaison entre les colonnes. Ça m'a l'air quand même un petit peu tordu cette histoire. Alors par contre, on va pouvoir conclure assez facilement. Est-ce qu'elle est diagonalisable cette matrice? Daouda? Non. Pourquoi? Ouais. Le rang de cette matrice, c'est clairement 2. Les deux premières colonnes sont non collinaires. La colonne 1 et la colonne 3 sont égales à un signe moins près. Donc le rang de cette matrice, c'est 2. Donc la dimension de son noyau, c'est 1. Alors, on va en parler. Cette matrice-là, je l'appelle B. Enfin, je l'appelle B et j'appelle les colonnes C1, C2, C3. On a C1, C2 non collinaires. Donc rang de B est supérieur ou égal à 2. Et plus C3 est égal à 0. Ce qui implique que le vecteur 1, 0, 1 appartient à ker de B. Ça, ce qui implique que le rang de B est strictement plus petit que 3. Donc, rang de B égale 2, ce qui implique par théorème du rang, Théo, que dim de ker de B est égal à 1
Alors ça implique que A non diagonalisable sur R. On avait déjà, je ne l'avais pas dit, mais on avait déjà A trigonalisable sur R, car, tout simplement car Xia était scindé sur R. Alors j'ai pas fait que ça, j'ai aussi appris que E1 c'était vect du vecteur 1, 0, 1. On va voir que ça va nous servir après ça. Mais E1 c'est vect du vecteur 1, 0, 1. Ok. Donc je suis dans le cas trigonalisable. Qu'est-ce que je dois faire d'autre pour le moment? Chose simple que je n'ai pas faite. Axel? Bah oui, on l'a pas déterminé. Si je veux trouver la matrice de passage et si je veux trigonaliser, il va me falloir le deuxième sous-espace propre. C'est la deuxième chose à faire. En plus, il n'était pas simple. E0, c'est ker de A. Je vais mettre x qui est égal à xyz appartient à ker de A. C'est équivalent à ce que AX est égal à 0. C'est équivalent, il faut que je reprenne ma matrice. Alors je vais aller la recopier. À moins que je fasse des bêtises, on va le faire. Ça fait 4x plus y moins 3z est égal à 0. 2x, quand j'ai enlevé l'identité, ok, plus y moins 2z est égal à 0. Et c'était 4x plus y moins 3z est égal à 0. Donc encore une fois, la ligne 3, c'est la même que la ligne 1. Je peux la supprimer. Je vais faire, je pense, mon pivot, moi, en y là-dessus. C'est celle qui a les coefficients les plus simples. Du coup, mon système est équivalent à ce que 2x plus y moins 2z est égal à 0. Et en dessous, si je vais juste faire l'une moins l'autre, donc ça va me faire 2x. Ici, je fais L2, en fait, reçoit... Et j'ai inversé L1 et L2. Et donc, du coup, si je fais ça moins 2 fois ça, ça me fait du 2x plus z est égal à 0. Du coup, j'ai gagné. J'ai z qui vaut moins 2x. Et j'ai du coup y qui vaut 2z moins 2x. Donc, il fait moins 6x. Ouais. Et donc, x, y, z, ça fait x moins 6x moins 2x, ça fait 1 moins 6 moins 2. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Axel? Est-ce qu'on peut passer par les espaces caractéristiques? Oui, mais c'est long. Et là, il est 50 et je veux finir à 55. Parce qu'on fait l'analyse. Justement, c'est à ça que je voulais venir et c'est pour ça que je voulais vous faire un cas de matrice 3-3. C'est un mélange du cours d'espace caractéristique et de la méthode rapide qu'on va faire. Parce que, justement, on va analyser ce qu'il faut faire. Ege, comment t'expliquerais ce qu'il faudrait faire? D'abord, la première, c'est 1, 0, 0, deuxième, 0, 0, et troisièmement, faire par identification. Ouais, mais alors justement, c'est à ça que je viens. Déjà, toi, ta façon d'écrire les choses avec le 1, 0, 0, 0, 0, 0 me plaît pas. Alors pourquoi? On va en parler. On doit chercher la matrice. Alors, je vais mettre
Ou non, je n'ai pas besoin de parler de ça. Je vais mettre on cherche. Je vais mettre U3. Si. Je vais mettre U3 appartenant à R3. Tel que... je vais mettre U1, c'est le premier vecteur c'est le vecteur que j'ai trouvé là, égale 1, moins 6, moins 2. U2 qui était l'autre vecteur que j'avais trouvé, qui était 1, 0, 1. Et U3 forme une base de R3 et tel que l'endomorphisme F canoniquement associé à A vérifie matrice dans la base U1, U2, U3 de F, bah comment il va être? Je l'ai construit de telle façon que le premier, c'est un vecteur propre. Le deuxième, c'est aussi un vecteur propre associé à la valeur propre 1. La troisième colonne, si vous ne réfléchissez pas, vous devez savoir que ne peuvent apparaître que sur la diagonale, vu qu'elle va être triangulaire supérieure, que les valeurs propres. Et derrière, vous allez me dire ici, je mets A et B. Enfin, deux nombres quelconques. Je suis d'accord avec vous. Et comme ça, j'avoue qu'en faisant ça, ça va pas être prise de tête pour trouver le troisième vecteur. Il y a 1 million de choix possibles pour U3, etc. On va pas avoir de grosses complications. La seule chose, c'est que quand on utilise les espaces caractéristiques, en fait, ce qu'on sait, c'est que la matrice, c'est chaque petit bloc est triangulaire supérieur. C'est chaque bloc associé à chaque espace propre et triangulaire supérieur. Du coup, la forme de la matrice qui est là, on peut la préciser un peu plus. Et là, si c'est pas juste pour le plaisir de trigonaliser, mais si c'est pour résoudre des systèmes d'équadifs, je vous assure que vous allez vouloir optimiser ça parce qu'après, il y a toutes les équadifs à résoudre derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas poser un A quelconque ici. On va mettre un 0 ici. Parce que bloc par bloc, ça doit être une matrice triangulaire par bloc. Donc du coup, il n'y a pas de raison. On peut trouver A, si on prend un vecteur quelconque, on peut aller mettre un A ici. Mais je dois arriver à pouvoir trouver un vecteur U3, qui est le vecteur qui existe dans l'espace caractéristique, qui va vérifier ça. Qu'est-ce que ça me fait gagner? Ça me fait gagner qu'on l'a déjà fait. Quand je vais devoir résoudre cet équadif-là, je vais avoir un second membre qui va apparaître et je vais devoir résoudre une équadif avec second membre. Si je mets un A ici en plus, j'ai une autre équadif encore derrière à résoudre avec second membre. Et celle-là, elle est longue pour rien, parce que j'ai pas besoin de la résoudre. Donc c'est à ça que ça a fait gagner les choses, et c'est pour ça qu'il faut essayer d'optimiser. Et c'est pour ça que ton choix, Aigué, était tordu, parce qu'on ne regroupait pas par bloc, en mettant le 1, le 0 et de nouveau le 1. Et en mettant par bloc comme ça, enfin, on aurait pu s'en sortir autrement, mais ça aurait rendu le vecteur. Enfin, en gros, il y aurait eu un A en haut et un 0 en milieu entre les deux. En faisant ça, on retrouve la forme qui est due à votre cours sur les espaces caractéristiques. C'est-à-dire que je vais faire une analyse synthèse, mais c'est votre cours d'espace caractéristique qui assure que je peux trouver ça. Ok. Bon ben, refaisons l'analyse synthèse de d'habitude. Hein. On veut donc... Ah, il me reste que 30 secondes. Je vais quand même embêter quelqu'un, vu que de toute façon, je ne résolverai pas les équadifs aujourd'hui. Hop. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus que Sangda. Hop. 15. Nicolas. Que vérifie comme relation F2U3 si ceci est la matrice dans la base U1, U2, U3 de F? Si on fait la matrice fois U3, on obtient la base canonique de F.
serait 0, 0, f de U3, ça doit faire 0, 0, 1. 1. Non, si je fais la matrice f fois le 0, 0, 1. Quelle matrice de f? La matrice de f, maintenant, il a une matrice En fait- canoniquement associée qui s'appelle A et celle-là qui s'appelle T, par exemple. Alors, si on fait t fois un vecteur, du coup, vecteur. Oui, je trouve ça fois le vecteur canonique par 0, 0, 1, et du coup, on aura f de U3. Oui, mais quelle relation vectorielle est vérifiée par f de U3? Du coup, je suis d'accord, tes calculs sont bons. Mais quelle est la relation vectorielle vérifiée par f de U3? Clément? C'est ça que ça veut dire, ce B et ce 1 dans cette troisième colonne. Donc je dois chercher U3 qui vérifie ça. Alors maintenant, je vais les écrire dans la base canonique. Ça, c'est équivalent à ce que A fois X, Y, Z est égal à... Le vecteur U2, c'était lequel? C'est le 1, 0, 1. Plus X, Y, Z. Donc c'est équivalent à écrire que A moins I3 fois X, Y, Z est égal à B fois 1, 0, 1. Alors j'écris juste ça, je vais perdre 2 minutes, mais c'est parce que j'ai perdu du temps à cause de vos TIPE alors que j'ai pas TIPE cette semaine. Non, il faut que j'écrive ma matrice A-I3 un jour, hein. Sinon je peux continuer mes calculs pendant 2 heures, mais à un moment il me faut ma matrice A-I3 qui était là-haut. Je remonte, elle est où la matrice A-I3? C'est celle-ci. Un peu grosse. Je la mets en dessous pour la recopier. Et 3, 1, moins 3. 2, 0, moins 2. 4, 1, moins 4. Facteur de x, y, z est égal à b0b. Hop, je peux l'enlever. Pourquoi je peux pas l'enlever comme ça, mais qui veut pas que je la sélectionne pour l'enlever? Je fais delete, non, ça marche pas. Voilà. Hop, je remonte. Je finis juste le système pour qu'on ait nos 3 vecteurs et je fais la résolution demain matin des systèmes, mais au moins on a fini la trigonalisation. C'était pour juste vous montrer que ça va marcher. Ce système va me faire que 2x, enfin si je vais la ligne du milieu, parce que celle-là va m'aider, moins 2z est égal à 0. 3x plus y moins 3z est égal à b. Et 4x plus y moins 4z est égal à b. Bon, ça, l'équation du milieu me donne juste x égale z. Dès que x égale z, les deux autres équations me donnent y égale b. Donc maintenant, il faut que je forme une famille avec les autres. Mais en gros, j'ai juste x égale z et y égale b. Ce qui implique que U3, qui est égal au vecteur 0, 1, 0, alors, je vais pas mettre une solution, est une possibilité. Faut quand même, mon vecteur U3, il doit vérifier cette relation-là et former une base avec U1, U2. Il faut quand même que je vérifie, comme là, j'ai choisi de poser des zéros, x égale z égale 0 pour me simplifier la vie. Faut que je vérifie que ça marche. Si ça marche pas, comment on fait pour... Bah, tu maintiens ton x est un paramètre a qui est x et z dans ton truc et tu vois s'il y a une condition. Du coup, si ça marche pas, c'est qu'il y a une condition sur a pour que ça fasse une famille libre. Et tu vas trouver la condition, je dis n'importe quoi, a égale 4. Mais ici, je vais regarder. Je vais juste faire du coup mon déterminant de mes 3 vecteurs. Alors j'avais trouvé 1, 0, 1. Le dernier vecteur, j'ai trouvé 1, 0, 0. Et l'autre, c'était le vecteur compliqué, je l'ai pu. Il faut que je remonte 1, moins 6, moins 2. 1, moins 6, moins 2. Si je fais le déterminant et qu'il est non nul, bah c'est que j'ai gagné. Donc je vais développer par rapport à la troisième colonne. Ça va me faire un moins.
Et je vais barrer ça, et il va me rester moins ce déterminant là. Et celui-là, il est clairement non nul. Donc ça me fait 1 plus 2. Ça me fait moins 3. Ça fait différents zéros. Donc, la famille, j'aurais pu écrire avant. Vous avez un peu de place? J'aurais pu écrire avant que ça, c'est dette de U1, U2, U3. Donc la famille U1, U2, U3 est libre de cardinal 3, c'est une base. De R3. Et je l'écris juste pour l'avoir écrit, on arrête là. Et la matrice de F dans la base U1, U2, U3, j'ai pas fait que poser X égale Z est égal à 0, j'ai aussi posé B est égal à 1. Donc ça devient la matrice avec des 0, 1, 1, 2, 1 ici et 1, 0. Donc ce sera ce système différentiel là qu'il faudra résoudre demain. Voilà. Désolé d'avoir débordé. Mince. Oui. Des ans où, par exemple, une police ou matrice, je sais pas, vous pouvez pas mettre diagonale. La question est mal posée. Bah, attends, Un ensemble où une matrice peut pas être diagonale, je crée la matrice. Un ensemble où il n'y a pas la matrice identité dedans. Tu vas avoir du mal à faire la moindre calcul algébrique si t'as pas la matrice identité dans ton ensemble. Monsieur, pour mon bleu, vous m'avez... Je t'ai répondu par mail normalement, Carla. Oui, mais en fait, je pensais qu'on avait avec vous au TIPE, donc j'avais plein de questions à vous poser. Mais, là, en fait, vous m'avez demandé de rajouter les règles du 2048. Bah oui, non, mais parce Oui, que. mais... Après, j'étais voir le jeu, j'ai vu comment ça marche. Non, mais l'expliquer les règles, mais expliquer rapidement, qu'est-ce que c'est? Enfin, on se déplace sur une grille de machin, enfin voilà, c'est. Mais vous m'avez dit que ce serait une source, si je mettais pas une source, les Ah bah, il règles... faut une source de règles, quoi. Mais imaginons que dans la source que j'ai envie de mettre, les règles du 2048 sont au début du document, ensuite ça... C'est pas grave? C'est pas grave. Non? En fait, c'est ça qui me posait problème, je n'avais pas trouvé une source où il y avait juste les règles du 2048. C'est bizarre que tu trouves pas juste un livre de règles, enfin, juste avec les règles, mais si t'as une source qui explique bien les règles de comment on crée le jeu, ok? Ok. Ouais. Ce matin, on a fait cet exercice. Ouais. Et en fait, je vous avais dit que si on faisait tendre Y et X à la même vitesse, pour moi, je pensais que ça tendait pas vers 0. Ouais. Et vous m'aviez dit que c'était un peu déconnant. Bah oui, parfois c'est se comparer. Pour moi, Attends. Attends. La fonction t ln de t, elle tend vers quoi en 0? Pour moi, elle tend vers moins là. Bah non, elle tend vers 0 justement, c'est ça qui est super important. Pour moi, en fait, Il y a toute une catégorie d'intégrales de référence, de suite d'intégrales de référence, qui est la suite des t puissance n ln de t, qui est une suite d'intégrales faussement impropre. Hein. Et ça joue sur ça. En fait, moi, au revoir, monsieur. j'ai ça au revoir. Ça, c'est vrai, par contre, on se comparait, ça. Ouais, ok. J'ai ça. Et du coup, j'ai ça. Non, mais c'est pas que Ouais, ça c'est vrai. sauf que pour moi, en fait, moi je pense, j'ai ce chemin dans la tête. En fait, Hélène, c'est la réciproque de 3 sur 2. Du coup, je me dis, c'est la symptote là. Ouais. Elle a aussi la symptote là, donc cette quantité qui prend également l'infini, elle a la même vitesse que cette quantité. Bien sûr. Et du coup, je me dis que quand je fais x carré ln de x, en termes de croissance, ln de x, Bah oui, mais non, parce que là tu compares par un nombre qui va vers l'infini, là ton nombre il va vers 0. ça va pas à la même vitesse du coup? Non.
à cause du fait que tu la multiplies par 0. Quand je dis x tend vers 0 ou x tend vers l'infini, ici x étant plus vite que là, en termes de vitesse de croissance. Bah justement, si tu veux les comparer, tu dois inverser l'un par rapport à l'autre. Si tu inverses l'un par rapport à l'autre, tu vas retomber sur un problème inverse de celui-ci. Et donc je tends vers. Oui, enfin, c'est un peu ça qui va se passer. Donc voilà, là je devrais marquer quand a sur x. En gros, pour passer de 0 à l'infini, si tu veux, ça marche, mais il faut que tu poses le changement de variable. X Y égale égale 1 sur x, par exemple. Tu vas passer de 0 à l'infini. Du coup, là, ce que je devrais mettre, c'est 1 sur 0. Maintenant que tu as ça, tu as ta limite en plus l'infini. Si tu la composes par l'infini, bah ouais, ça fait un exponentiel. Justement, composons. T'as cette limite-là, regarde, t'as cette limite-là qui fait 0. Attends, faut que j'écrive un truc correct. En fait, c'est pas juste là, je remplace par 1 sur x, avec le x qui tend aussi vers plus l'infini, donc 1 sur x tend vers plus l'infini. Ah non, bah non, c'est vers même. J'ai encore un stylo là. En fait, j'ai du mal parce que je l'ai fait par logique et pas par. Alors, si tu sais quoi, alors attends. T carré exponentielle moins t, tant quand t tend vers plus l'infini, vers 0. Ça te va. Oui. La croissance comparée de l'exponentielle, ça te va. Du coup, je veux faire un changement de variable qui m'envoie en 0 et qui va me faire apparaître du ln. Je pose u qui fait... Enfin, ou plutôt, attends, je pose t... qui fait moins ln de u. Comme t tend vers plus l'infini, ceci tend vers moins l'infini, ce qui fait que u tend vers 0. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Voilà. Comme t tend vers plus l'infini, le ln tend vers moins l'infini. Pour que le ln tende vers moins l'infini, il faut que j'ai ma variable u qui tende vers 0. Donc maintenant, cette limite-là, elle serait écrite moins ln de u au carré fois exponentielle de moins ln de u. Ça devient ln de u au carré fois u. Et la limite de ln carré de u quand u tend vers 0, c'est 0. Donc ça veut dire ça. ln de u carré quand u tend vers 0. Donc c'est ça quand ça tend vers 0. Ah oui, maintenant la u tend vers 0. C'est la même limite que l'autre, c'est la même limite que Okay. celle-ci. Ah ok, oui, par changement de variable. Ok, non, c'est bon. Ok. Ok. Donc c'est dans l'autre sens de ce que tu imagines en 0. Mais c'est parce que tu as l'inversion de limite qui inverse tout, quoi. Je sais pas comment dire. Ok. En fait, le poids que tu mets là, justement, par l'inversion, si tu veux, le poids que tu avais mis là qui est gagné, en fait, celui-là devient petit, c'est lui qui porte le poids après par le... Non, pardon. Toi, tu as l'impression que c'est celui-là qui porte le poids, mais c'est toujours lui qui porte le poids. C'est dans l'autre sens que je vous dis. C'est toujours l'exponentielle, en fait. En fait, ouais, j'ai remplacé exponentielle par... ln. Par ln, alors voilà. que c'est par u. Ouais, c'est ce qui se remplace par u quand tu fais ton changement de variable. Oui. Une question pour les exo-convertants. En fait, vous avez dit qu'on passe à travers les espaces caractéristiques, mais je ne sais pas complètement. Alors, on a un point de cours, c'est juste un point de cours qui nous dit que dès que le polynôme caractéristique est scindé, ta matrice peut toujours s'écrire dans une base adaptée, où là tu peux mettre, en fait, tu as une matrice, je vais l'appeler T lambda 1, T lambda 2, jusqu'à T lambda K. Tu as des zéros partout ailleurs et tu as des zéros partout ailleurs. Chaque bloc ici étant une matrice trigonale. En fait, alors si c'est trigonal, c'est forcément aussi trigonalisable par bloc. Ouais, c'est un peu ça. C'est le cours d'espace caractéristique, en fait, et on sait comment trouver la base. La base, c'est dans l'espace caractéristique. L'espace caractéristique, c'est quand tu prends ce qu'on appelle f lambda, c'est justement ker de a moins lambda fois l'identité, mais le tout à la puissance dimension de lambda. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace caractéristique, et en fait, là, la base qui est là, ça, c'est f lambda 2, en fait. Enfin, c'est toute la base de f lambda 2 qu'il faut mettre là-haut. Je n'ai pas compris comment mettre la base en haut. Bah, si tu trouves une base de ce f lambda, là,
Je vais dire bravo, après tu obtiens que c'est vect de U lambda 1 jusqu'à U lambda et de lambda. Voilà. Et donc là-haut, si tu mets ce vecteur de base là, U de lambda 1 jusqu'à U de lambda fait de lambda, bah, je t'assure que le bloc de matrice, il y aura des zéros partout ailleurs parce que c'est une somme directe. Ah, donc il y aura des zéros dans tous les autres blocs. Et le bloc qui sera là sera trigonal. Est-ce que ça, c'est comment dire, une idée souvent utile ou pas tellement parce que. C'est utile d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que c'est bien de dire, si tu en as besoin, de dire elle est plus que triangulaire, que trigonalisable, elle est trigonalisable par bloc. C'est utile comme ça. Mais de devoir faire vraiment les calculs des. Ah, c'est beaucoup trop long. Je l'avais fait une fois en classe. Ça prend un temps hallucinant pour. Justement, imagine qu'à un moment, maintenant, il faut calculer le carré de la matrice. Après calculer le carré de la matrice, il faut trouver le noyau. Et une fois que tu as trouvé le noyau, il faut identifier en gros qu'est-ce qui étaient les vecteurs propres et qu'est-ce qui sont les nouveaux vecteurs entre les deux. Enfin, non, il vaut mieux toujours faire une analyse synthèse si on te demande les calculs pratiques. Par contre, dire j'ai le droit de dire que ça existe, bah oui, tu as le droit de dire que ça existe. C'est à ça que ça se court. Oui. Mais dans quoi? Quand tu as créé ton compte, faut que tu les contactes, tu dois avoir un truc de contact, tu as fait une salle de frappe. Alors que c'est pas bien, ça correspond pas. Faut quand même que tu contactes. Si tu vas dans le message, c'est peut-être voir si toi. Du coup, là, dans LCI, dans son école et tout, elle a 2 fois. Oui, dans mon école, j'ai 2 fois Dina. Ah, en fait, t'as mis ton prénom dans ton nom? Oui, c'est ça. Et après, j'ai fait une autre fois mon prénom. J'ai même pas fait gaffe comment tu apparais chez moi. Ah oui, d'accord. Moi, je les contacterai quand même en disant qu'il y a cette faute-là qui est apparue, mais si eux non plus n'ont pas tiqué, c'est que c'est pas gênant du tout. Mais je leur dirai quand même, pour pas que tu aies le moins de problèmes. La seule chose qui me fait peur, et je pense vraiment qu'il y aura zéro souci, parce qu'on pourrait dire que c'est une faute de frappe sur la convocation, c'est que je ne serai pas avec vous le jour où vous arrivez à l'écrit, comme on se dit, on va vérifier vos documents et votre convocation et dire, bah, c'est pas la même chose. Ça aurait été une faute de frappe, c'est juste, j'avais pas fait, c'était juste Dina. Je crois que tu avais fait une faute de frappe dans ton nom de famille. Et monsieur, ici, je contacte qui? Alors là, attends, je sais pas, là, ça c'est la fac. Je vais quand même poser vos questions. Quel service concours destinataire? Là, c'est tout SCEI qu'il faudrait en fait. J'ai reçu déjà un mail. Voilà, traitement de votre révision par centrale Supélec. Ok. Ils m'ont demandé des documents pour mon dossier, je les ai envoyés. Bah, tu peux peut-être faire une réponse à ça. Si tu as répondu, tu refais une réponse. Moi, je ferai une réponse à ça. Je viens de me rendre compte que mon prénom apparaît 2 fois. D'accord. Et tu dis, voilà, est-ce que cela pose un problème quelconque? Ça va juste être, ils vont peut-être se connecter à ton compte pour juste supprimer, voilà. Et s'ils disent non, c'est rien, bah au moins toi, tu as une preuve écrite de non, c'est rien. Et si on pourra pas dire que. Voilà, on pourra te dire, tu dis je sors mon téléphone, enfin tu gardes la pièce jointe, et enfin tu dis ils m'ont dit ça. Enfin, voilà. C'est juste pour, je veux juste que tu te prouves, mais pour moi ça va pas poser le moindre problème. Mais je veux juste que tu sois couverte au cas où. On sait jamais qu'ils veulent vous embêter. Oui. Moi j'ai fait une deuxième semaine, c'est pour ça que parfois Oui, ça fait redondant là ça. Oui, en fait là la deuxième elle est plus courte et je vais vous demander avec laquelle les deux se gardent. Même à la fin. Ça commencerait où du coup? C'est pour ça que ça fait pas vraiment de même. Toi, tu vas bien. Le alors n'a rien à faire si ça commence par ça. Ouais, ça c'est très bien comme approche. Ouais, mais du coup, toi, t'as pas toutes les références qui apparaissent là-dedans, il y a que la 1 et la 6. Ah si, il y a la 3 et 4 qui arrivent là. Alors ça, c'est du coup, vous n'avez pas fait gaffe. Tout le paraissait dans ce cas, si tu veux prendre ça, ça me paraît pas mal. Alors, revoir le on peut alors, parce que ça, il faut introduire autrement. Mais là, permet de prendre en compte la réalité que les conducteurs ne respectent jamais parfaitement les consignes.
Non. Prévoit en compte l'imprévisibilité des conducteurs. Ou l'imprévisibilité des conducteurs, ou alors le comportement aléatoire. Des conducteurs, contrairement au modèle déterministe qui suppose les distances fixes. Attention, sur un espace. Un espace après le temps. Le trafic routier consiste à faire circuler des véhicules avec des règles de sécurité jusqu'à destination. Ouais, mais ça, tu fais, l'objectif est de trouver un compromis entre les distances. Donc ça, tu n'as plus besoin de le remettre, en fait. Et les comportements réels font que la majorité ne respecte pas toujours la distance. Mais je crois que là, c'est la première version. Ouais. Et ma deuxième version, ça commence de là. C'est ça que. Alors, bon, d'accord. Bon, je vais reprendre là, alors. Ouais, mais c'était en plein milieu du paragraphe. Comment je pouvais comprendre? Le trafic routier consiste à faire circuler des véhicules avec des règles de sécurité, distance minimale, vitesse jusqu'à destination. Ah, ok, ça me rappelle des choses, ça, en plus, que c'était une version comme ça. Les règles du code de la route et les comportements réels font la majorité. Si peut être vérifié informatiquement en utilisant par exemple un automate cellulaire stochastique. Possible soleil permet de rendre compte de l'évolution aléatoire du trafic. Les chaînes de Markov. Alors, je ne mettrai pas ça. Je mettrai, mais par contre, exactement comme je t'ai dit là-haut, en tournant la phrase dans l'autre sens. Les changements d'état des véhicules, tu peux préciser vitesse normale, freinage, enfin ce que précise un peu les états, peuvent être représentés par des chaînes de Markov. Les temps d'arrivée des véhicules peuvent être représentés par des processus de Poisson, tu vois. Et les temps de réaction et les distances maintenues, voilà, ça c'est très bien pour expliquer le point. Ceci fait, on peut alors utiliser la simulation avec la méthode de Monte-Carlo afin d'estimer l'amplitude des chocs, des ondes de choc, pour différentes distances de sécurité. Et voilà. J'ai collé les mots parce que ça dépassait les. Ah, c'était pour finir et ok, d'accord. Ah, j'ai pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, quand je dépasse les 150 mots, quand je reviens, à chaque fois, je supprime les mots. Ah, ok, d'accord. Bah, revérifie, refais ça, mais ça m'a l'air en fait beaucoup mieux. Donc là, je garde la version 2. En détaillant un tout petit peu plus. Et en inversant un peu le sens des phrases, je veux dire, ce truc de maths fait ça, c'est plutôt, je veux faire ça et je vais le faire par ce truc de maths. Parce que la version 1, elle est un peu longue. Ouais, et puis oui, elle était longue et il y avait beaucoup trop de détails techniques dedans. Enfin, parler du paramètre lambda t, tu parles pas des paramètres là-dedans, ce sera ta présentation. Ok. Et les mots-clés, je garde. Alors les mots-clés, j'ai pas vu, il m'avait l'air bien les mots-clés. Il n'y a que le mot distance de sécurité, mais comme tout le reste, c'est des gros mots-clés bien puissants, ça me va. Par contre, il va y avoir des maths là-dedans, hein, parce que. Et par contre, voilà, par contre, non, c'est des positionnements thématiques. Ton troisième thème de la physique. Si, c'est toi qui as mis un point comme quoi tu vas vérifier. Non, c'est pas toi, c'est Bouddha, je crois que tu as mis un truc. Donc la physique, je suis pas très convaincu. Vous avez dit qu'on devait garder 3 positions thématiques. Bah, vu tout ce que tu mets, moi je mettrais 2 points de maths. C'est-à-dire que tu dois avoir un truc. Parce que comme tu vas te minimiser ou quoi, il y a peut-être un truc d'optimisation en maths ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin. Je mettrais 2 points de maths, 1 point d'info. Après, tu peux très bien mettre 1 point de maths, 1 point d'info, et l'autre point de maths derrière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que là, la physique, je la vois pas. C'est pas parce que tu as un modèle qui existe sur un truc physique, tu vas pas faire de physique dedans. Donc, t'as pas envie que ce soit un prof de physique qui t'évalue. Voilà. Merci, au revoir.